le cercle RH pour parler de la santé mentale des collaborateurs. Vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé pendant l'ère Covid avec des salariés qui étaient isolés, mais là il y a un vrai sujet autour de santé mentale et sens au travail. Quand on perd le sens au travail et qu'on n'a plus de sens au travail, mais ça peut avoir des implications directes sur sa santé mentale et on va en parler, on va l'expertiser avec nos invités. Nina van de Stieg, je pense l'avoir bien prononcé me semble-t-il, porte-parole France de Good Habits, qui est une société néerlandaise, hollandaise, fondée en 2011, qui travaille justement sur des plateformes, et en particulier une plateforme sur l'accompagnement des salariés dans leur santé mentale. Est-ce que je résume bien le sujet ou... Alors, oui, tout à fait. Dans leur santé mentale, mais de manière générale dans le développement personnel du collaborateur. Développement personnel du collaborateur, on va en parler parce qu'il y a un lien évidemment, quand on se sent mal, on peut avoir une dégradation de son état de santé mentale. François Cochet, ravi de vous retrouver. Bonjour. Vous êtes directeur des activités santé au travail chez Secafi. Groupe Alpha, si je ne m'abuse, et vous êtes le président de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux, FIRPS. J'ai toujours un peu de mal à le dire, hein, vous remarquez ? Vous progressez. Je progresse sur le mot FIRPS. Quel sens au travail, qui est le dernier document réalisé, on le voit sur la couverture, retour d'expérience et pistes d'action. Je commence par vous parce que vous dites dans le digest de ce document que en fait la vraie difficulté, c'est pas tant le sens au travail que la qualité de travail. Vous démarrez aussi par la qualité du travail. Le sens, c'est très philosophique. Vous dites, parlons déjà peut-être de la qualité de travail. Parlons déjà du travail. C'est ça. Voilà. Mon travail est ambigu. On dit je vais au travail, puis après je fais mon travail. C'est le lieu, c'est ce qu'on fait. Le problème, c'est les gens qui vont à reculons au travail. Voilà, et ça, il y en a beaucoup. Et une fois qu'ils sont au boulot, on n'est plus à l'époque de Taylor où on soulevait des gueuses de fonte. On doit mettre son intelligence, son cœur dans son travail. Et donc, si on a quelque chose, une araignée dans la tête, si on a des raisons de ne pas aller bien, on ne peut pas bien travailler. Et parfois, on n'a plus envie de bien travailler. Donc il y a beaucoup de débats en ce moment sur la baisse des gains de productivité, sur la crise du travail, et on ne s'interroge pas assez sur ce qui se passe dans la tête des salariés, qui font que pour une partie d'entre eux, ils n'ont plus envie de travailler. Donc ils y vont, ils sont obligés. On a beaucoup parlé au moment des retraites de pénibilité. Oui. La pénibilité, c'est d'abord les métiers physiques, où il y a encore le corps on pense à ça. Qui est beaucoup sollicité. Mais c'est 20% des salariés qui sont concernés aujourd'hui par cet aspect-là. Pour les 80% autres, le sujet que je mets en face de la pénibilité, c'est le risque de lassitude. Alors la lassitude n'est pas généralisée. Le boring, l'ennui. Il y a des gens qui sont très contents d'aller au boulot, qui font un travail qui les intéresse, qui les motive, où ils mettent leur intelligence, leur cœur, où ils sont reconnus, où ils ont des relations avec une équipe sympathique, où on coopère, etc. Mais c'est pas le cas partout. Et quand c'est pas le cas, c'est pas bon pour les entreprises. Parce que le travail, en fait, on fait semblant de travailler finalement. Et puis c'est pas bon pour la santé, parce que rentrer le soir en se disant j'ai fait semblant de travailler, ou j'ai travaillé parce que j'étais obligé mais j'avais pas envie, dans la durée c'est vraiment pas bon. Ça, c'est chez Good Habits, vous avez des programmes justement de formation autour de la question de la santé mentale et d'épanouissement du collaborateur. Et si j'ai bien compris, très affinés finalement à travers des différentes typologies, à travers un questionnaire très détaillé qui permet de savoir où vous situez la personne. Ce qu'on décrit là à travers ce document de la FIRPS, ça correspond à l'état d'esprit de ces personnes qui suivent vos programmes ? Des gens désengagés, des gens dans l'ennui, des gens qui font le quiet quitting, comme on dit ? Pas forcément. On s'adresse vraiment à tous les collaborateurs. Par contre, c'est vrai, en revanche, en France, on sait que 62% des employés français ont souffert en tout cas de stress assez important, et on sait que le stress, ça cause peut-être une démotivation ou une perte de sens au travail. Donc, globalement, en France en tout cas, on s'adresse quand même à des collaborateurs qui peut-être connaissent en tout cas une lassitude au travail et qui vont à reculons au travail. Mais ils vous disent quoi ? Parce que vous avez des programmes pour tenter de répondre ou de les accompagner dans ces, je mets des guillemets, mais des souffrances, parce qu'il y a beaucoup qui ressentent cette souffrance. C'est quoi leur difficulté de fond, finalement ? C'est le travail qui ne correspond plus à leur goût ? C'est la qualité du travail qui s'est dégradée parce qu'on leur demande trop ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça peut être tout un tas de raisons, hein. Ça peut être justement du stress un peu trop intense au travail, ou alors une relation qui n'est pas optimale aussi avec son manager ou avec ses équipes. Il y a plein de raisons qui peuvent causer un désintéressement en tout cas au travail, mais il y a vraiment des solutions, et en tout cas le développement des compétences, c'est
une des façons très efficaces pour justement redonner envie aux collaborateurs d'aller au travail et se réengager. Et se réengager, exactement. Juste quand même, on a démarré par le travail, puis la qualité de travail, puis le sens au travail. Encore une fois, vous-même, vous le dites, il y a un caractère assez subjectif du sens au travail, parce qu'on a tous une définition très différente du sens qu'on met à notre travail. Comment on fait là pour créer en fait un concept alors qu'on est sur des cas très individuels? Chacun aura sa définition du sens au travail. C'est là qu'intervient le management et son rôle essentiel. Parce que chaque personne a, en fonction de sa personnalité, sa conception du travail. Cette conception, elle va aussi évoluer dans le temps, en fonction des événements de la vie, de différentes choses. Par exemple, pas de formation pendant des années, au bout d'un moment, on s'étiole. On m'a oublié, c'est ça. Voilà. Et le management, on peut même définir le management comme étant celui ou celle qui va rendre compatible des individualités qui n'ont aucune raison d'être homogènes. Et d'ailleurs, chercher l'homogénéité, c'est un leurre absolu. Il faut arriver à faire travailler ensemble des gens différents, qui s'acceptent, qui se comprennent, voire qu'ils aient plaisir à le faire. Ça, c'est le chapitre 3, c'est le rôle du manager. Voilà. C'est celui qui va créer le lien. Mais lui, vous dites quand même qu'il lui aussi est en quête de sens. Parce que non seulement il doit embarquer ses équipes, mais ce même manager, lui-même, est habité par l'idée qu'il en a ras-le-bol de faire 15 heures par jour. La définition que je viens d'en donner, qui à mon avis est extrêmement positive et motivante, elle n'est pas généralisée. Il y a beaucoup d'entreprises, on demande plutôt de la surveillance, du reporting, des remarques permanentes. Et il y a effectivement une crise du management, puisque beaucoup de personnes, il y a de plus en plus d'entreprises qui n'arrivent pas à pourvoir des postes de management. Je connais des grandes entreprises qui ont des établissements de plusieurs milliers de personnes, avec des DRH en poste vacant pendant 6 mois. Plus personne ne veut prendre ses postes. Trop exposé, trop de pression. Et puis un manque de sens, puisque finalement ce qu'on demande aux managers est totalement contradictoire. On leur demande de développer l'autonomie, mais dans un couloir tellement étroit que ça ne veut rien dire. On dit aux gens, faites confiance à vos équipes, mais on les surveille en permanence. Donc, les managers ne supportent plus ces situations. Des injonctions contradictoires. Exactement. Chez Côté Goodhabits, parce que dans le document de la FIRB, dans les recommandations, il y a des choses très concrètes. Vous avez d'ailleurs tenu un colloque en octobre dernier. Il y a la notion de prévention primaire. Là, c'est un terme très technique, inscrit dans le Code du travail. Mais finalement, dans l'action que vous faites, c'est quoi? C'est de la prévention primaire. Vous dites à l'entreprise, avant d'arriver à l'accident, plutôt travailler en amont. C'est ça votre discours? Exactement. En fait, c'est vraiment à l'entreprise, donc au manager, mais de manière générale à l'entreprise, de vraiment décider de se lancer et aborder les sujets de la santé mentale en entreprise. Et en tout cas, opter pour une solution comme Goodhabits, c'est une première étape en fait pour aborder ces sujets-là. Déjà pour afficher aux collaborateurs que oui, on parle de la santé mentale, je vous propose des formations en interne pour vous former sur ces sujets-là. Et ensuite, ça permet aussi, parce que je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance du manager au niveau de l'accompagnement du collaborateur pour aller mieux et pour sa qualité de vie au travail. Goodhabits, par exemple, on propose des formations. C'est important de former et que l'entreprise forme les managers justement sur l'accompagnement des collaborateurs. Parce qu'un manager, en effet, ne peut pas être seul face à des collaborateurs qui ont besoin d'être guidés pour aller mieux au travail. Ouais. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, ça renvoie quand même à des débats d'ailleurs des partenaires sociaux sur les fameux risques psychosociaux. Auparavant, on n'associait pas quête de sens au travail et RPS. Vous le faites. Il y a un lien. Oui, alors c'est incroyable. Le sens au travail est un sujet extrêmement vaste. Donc, dans les travaux qu'on a mis, on a choisi 3 axes. Les conditions de travail, la formation et le développement des connaissances et le management. On aurait pu en prendre d'autres, mais on n'aurait jamais abouti. Bon, donc c'est pas exhaustif. Et là aussi, on ne peut pas donner des recettes sur des sujets pareils. On donne des repères. Il faut aussi que chaque entreprise, chaque organisation, chaque collectivité ait sa propre réflexion en fonction de sa culture, de sa sociologie, de ses contraintes, adapte les bons conseils qu'on peut leur donner en local, en discute avec les représentants du personnel, et après s'inscrivent eux-mêmes dans le droit à l'erreur. C'est-à-dire que construire des programmes de qualité de vie au travail, c'est aussi s'apercevoir qu'on peut se tromper. Si une mesure qu'on croyait bonne il y a 1 an,
on s'aperçoit qu'elle ne donne rien, et il ne faut pas s'acharner, il faut peut-être la retirer, en mettre une autre. Mais alors ça, que c'est le un réflexe, combo- souvent, c'est d'en rajouter. C'est un combo RH, c'est un combo partenaires sociaux, parce que les RPS, les ce sont deux. des documents extrêmement techniques, on voit le nombre de personnes qui ont été en arrêt maladie, les problèmes de santé mentale, c'est un coût pour la collectivité. Donc l'entreprise en amont doit faire quoi? Cette prévention primaire à travers des formations, c'est ça l'objectif? L'employeur n'a pas le choix. Il est C'est une responsable obligation. de la santé des salariés, c'est une obligation. Par contre, la meilleure façon de le faire, c'est quand même dans la concertation avec les représentants du personnel. Parce que sur la question des risques psychosociaux, du sens au travail, on est au cœur même des individus. Donc le faire de l'extérieur, pour eux et pas avec eux, n'a aucun sens. On est à peu près sûr de mettre à côté de la plaque. Risques psychosociaux, c'est très détaillé, c'est des gens quoi? Qui ont eu des difficultés mentales, des troubles mentaux, que ça se définit comment, ces fameux RPS là, qui sont catégorisés Alors, les troubles, c'est quand les risques se sont manifestés. Les risques, c'est avant les troubles. Hein. Le risque incendie, c'est avant le feu. Avant le feu. Voilà. Mais après, c'est effectivement le stress, le désengagement, les tensions entre collaborateurs, Violence, donc, enfin, en tout cas, de tension. plus en plus ouais. fortes, avec le management. Il y a de plus en plus de plaintes pour harcèlement et d'enquêtes harcèlement. C'est vrai. Alors, pour des raisons qui s'expliquent assez bien, moi, ça fait plusieurs années que j'ai considéré que la suppression des représentants du personnel était une très mauvaise idée. De proximité. Bah oui, Bien parce sûr. que c'est ce qui permettait de traiter les problèmes tôt, en amont, avec le manager. Et de désamorcer. Et de désamorcer. Et j'ai écrit il y a 4 ans. Au bout d'un moment, les sujets non traités, parce qu'il n'y a plus les représentants pour les traiter Ils en amont, explosent. ils pourrissent gentiment et ils finissent par des demandes de réparation, des accusations de harcèlement. Et là, pour reculer, c'est très difficile. Quand le mot harcèlement est prononcé, très souvent, on aura des dégâts importants derrière. Pour la personne accusée de harcèlement, parfois à juste titre, ou parfois à tort. À tort, exact. Et pour la personne, quand les gens commencent à exprimer leurs difficultés en termes de harcèlement, c'est souvent qu'un point de non-retour est atteint, malheureusement. Et effectivement, et là c'est trop tard parce que j'ai envie de dire que même avec une très belle formation Good Habits, on ne peut pas rattraper le tir. Vous situez, je dirais, en amont, vous dites à l'entreprise, pour éviter les cas de figure dont on parle, qui ne sont plus des risques mais des troubles, traitons les risques. C'est ça, et c'est vraiment une solution de support. Hein, il faut vraiment être accompagné par un professionnel, un psychologue, et se tourner vers les RH si jamais on est dans une situation de détresse psychologique, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, des formations, ça sert à déjà se former sur ces sujets-là, hein, c'est très important. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir mettre en avant et de montrer aussi que l'entreprise est ouverte à recevoir un témoignage ou alors recevoir une situation d'un collaborateur qui se sentirait mal en entreprise, qui puisse se tourner vers les RH. Vous recueillez ce type de sujet parce qu'il y a une plateforme e-learning où la personne va être accompagnée sur la plateforme, ça on a bien compris, mais est-ce qu'il y a des points de passage où elle peut aussi parler à quelqu'un physiquement en lui expliquant ses difficultés? Alors, on ne sera pas en direct avec les collaborateurs. Par contre, on forme justement les services RH à s'approprier les sujets qu'on met en avant dans nos formations pour que eux puissent prendre... Et piloter, oui, bien sûr. Piloter, exactement, et mettre en avant ces sujets-là avec les collaborateurs. On change le code du travail, François Cochet, ou pas? Est-ce qu'on doit encore le changer ou est-ce qu'on a tous les outils au sein du code du travail pour régler, j'allais dire presque ces nouveaux sujets dont on parle, le sens, la santé mentale, les troubles psychosociaux liés à un désengagement, une forme d'ennui? Je trouve que c'est très nouveau, ça. C'est nouveau ou pas, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a 40 ans, on s'ennuyait pas au travail et personne n'en parlait? Pas de la même façon. Je pense qu'il y a des évolutions lourdes, structurelles, très importantes. Changer le code du travail, on a repris une proposition qui n'est pas de notre fait, mais qu'on soutient, qui a été reprise par le rapport de Jean-Dominique Sénard et Mme Théry. Madame Théry, absolument. Qui est de rajouter un 10e principe de prévention, donc il y a 9 principes de prévention, et je trouve cette proposition remarquable, c'est ajouter un seul principe, écouter les travailleurs. C'est vrai, vous le dites d'ailleurs, revenir à l'essentiel. Voilà. L'humain. S'il y avait une modification du Code du travail à faire, ça serait celle-là. Alors elle est peut-être un peu simple, on aime bien les lois très compliquées en France, mais je crois qu'il faut 14 mots à ajouter. Ce serait brillant. Donc vous nous dites en creux, avec presque un œil qui brille, c'est que globalement tout ça est très simple, mais tout ça n'est pas fait. C'est un mot très simple, mais qu'on ne fait pas. Absolument pas. Écouter un collaborateur. Je vous vois acquiescer, parce que c'est la réponse, enfin c'est la promesse que vous avez chez Good Habits, c'est après tout de combler cette difficulté. Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a revu un peu notre façon de voir un peu la formation en interne. Et on propose aujourd'hui des tests psychométriques. Parce qu'on considère que c'est la connaissance de soi du collaborateur qui lui permettra derrière d'avoir un parcours de formation adapté à son profil
exactement, Ce que j'évoquais. affini Ouais. et vraiment adapté à ses attentes et ses besoins. Donc, un test psychométrique lui permettra de savoir vers quelle formation se tourner par rapport à son, s'il est en mal-être, par rapport à son mal-être actuel. Et ça ne sera pas la même chose que pour une collègue qui est plutôt, elle, Exactement. a le sentiment d'avoir été mise au placard. En effet, écouter, donc que ce soit un service RH ou alors donner en tout cas la possibilité au collaborateur de le faire par lui-même, c'est déjà une bonne première étape. Une fois que vous avez donné cette plateforme et que les gens s'en servent, ou pas d'ailleurs, les DRH ont un retour, ils ont, eux, un accès à cette réalité concrète des résultats du test psychométrique ou pas, parce que c'est confidentiel quand même. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Ils peuvent demander, ça peut être un bon exercice en tout cas avec un manager, de demander au collaborateur s'il accepte de partager ses résultats. Voilà, ça peut être un début de conversation avec son manager, ça peut être utile. Et sinon, on peut bien sûr, en tant que DRH, voir les résultats d'utilisation bien sûr des formations et des tests. Ceux qui s'en emparent. Oui, ceux qui s'en emparent. Et on conseille toujours quand même de faire des enquêtes de satisfaction auprès des collaborateurs. C'est vital. C'est essentiel. Merci à vous deux de nous avoir éclairés. Merci à vous. Les 14 mots à rajouter dans le Code du travail, dans le cadre du Conseil national de la refondation. C'était de ça dont vous parliez. Absolument. Merci à vous, Nina Van de Stieg. Vous êtes porte-parole France de Good Habits, une société néerlandaise qui fait justement de l'accompagnement en plateforme digital learning, de la formation digital learning, notamment autour de ces dimensions de santé mentale et de bien-être au travail. Merci à vous, François Cochet, directeur d'activité santé au travail chez Secafi. Et vous êtes membre et président de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux, les RPS, avec ce document Quel sens au travail, réalisé par la FIRPS. Et qu'on peut télécharger gratuitement sur notre site. Et ben voilà, et c'est ces 14 mots aussi. La suite de nos programmes avec Fenêtre sur l'emploi, évidemment, et on accueille notre invité.